Alors bien, rebonjour tout le monde. J'espère que vous avez bien mangé. Donc, on est reparti pour un autre après-midi de conférence. Dans ce cas-là, c'est le dernier après-midi de conférence du bootcamp. Donc, on va espérer que ça va bien aller. Alors, pour commencer, c'est moi qui fais une présentation sur mon sujet de prédilection, qui est l'apprentissage par renforcement. Alors, je vais juste commencer sans plus tarder. On va utiliser la même formule qu'hier. Donc, moi, je ne vois pas le chat, donc Frédéric pourra me dire s'il y a des questions. Il va m'interrompre si j'ai des questions dans le chat. Donc, n'hésitez pas à les poser. C'est l'objectif. Alors, allons-y comme ça. Donc, la présentation d'aujourd'hui, c'est, comme je disais, sur l'introduction à l'apprentissage par renforcement. Donc, ça, c'est dans le cadre du Bootcamp ID. Et on est le 5 mai. Excellent. Donc, à propos de moi, le présentateur, je me répète un petit peu pour ceux qui ont assisté à la présentation d'hier. Qu'est-ce que je fais moi actuellement? Je suis en train de commencer un doctorat sur l'application de l'apprentissage par renforcement à des problématiques du monde réel. Donc, le domaine de l'apprentissage par renforcement qu'on va voir aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel je fais mon doctorat et moi, je l'applique sur des problématiques du monde réel. Donc, je vais essayer d'un petit peu teindre ma présentation de ça. On va voir justement à la fin, j'essaie d'en discuter dans ma conclusion un petit peu. Et avant d'être au doctorat, j'ai fait une maîtrise sur l'utilisation des bandits pour la génération de résumés de texte. Un bandit, c'est un cas particulier de l'apprentissage par renforcement. On ne le verra pas dans cette présentation-là, mais on pourra en parler, par exemple, au 5 à 7 BotPress plus tard pour ceux que ça intéresse. Et je mentionne encore aussi, j'ai fait un bac intégré en mathématiques et informatique. Si jamais il y en a dans la salle qui ont fait ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pour nous aujourd'hui? Ce que je veux voir, c'est que je veux commencer par voir les fondements de l'apprentissage par renforcement. Juste première des choses, je parle d'apprentissage par renforcement. Pour ceux qui connaissent le terme en anglais, c'est le Reinforcement Learning ou le RL. Comme apprentissage par renforcement, ça prend une éternité à dire. Je vais peut-être finir par dire RL à plusieurs reprises. Donc, quand je parle de voir les fondements du RL, ce que je veux dire, c'est je veux voir pourquoi on ferait du RL, qu'est-ce que ça implique le fait de faire du RL au lieu de faire de l'apprentissage automatique classique comme on a vu précédemment, et justement, comment on peut appliquer l'apprentissage par renforcement à plusieurs problèmes. Ensuite, je veux présenter et dériver un petit peu deux familles d'approches principales, donc deux familles d'algorithmes d'apprentissage par renforcement. Et à la fin, je vais présenter du code parce que ça a été demandé que je prenne le temps de faire du code de RL parce que c'est connu, c'est un petit peu plus compliqué en pratique qu'en théorie le RL de ce côté-là. Alors, l'apprentissage par renforcement RL, qu'est-ce que c'est? C'est un contexte dans le cadre dans lequel on veut apprendre à un agent un comportement optimal dans un environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je ne me limite pas à dire, comme on a vu des exemples, de faire une classification d'images. Ce que je veux faire, c'est d'apprendre un comportement, donc j'apprends une suite d'actions. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais vouloir être dans un environnement et l'environnement va me donner des récompenses et des punitions et je vais vouloir apprendre un agent qui maximise les récompenses et minimise les punitions. Donc, l'idée, c'est d'avoir un objectif de reward qu'on dit en anglais qui correspond à quel point l'agent performe bien dans un environnement et on veut trouver le comportement d'agent qui maximise ces rewards-là. Alors, l'hypothèse qu'on fait quand on fait de l'apprentissage par renforcement, c'est l'hypothèse de renforcement, qui est une hypothèse qui a des fondements biologiques plausibles qui disent que c'est peut-être comme ça que la rationalité fonctionne dans les animaux et ça inclut notamment les humains. L'intuition derrière l'hypothèse par renforcement, c'est qu'on peut apprendre un comportement à un animal rationnel en utilisant une technique, comme là je me présente, la technique de la carotte et du bâton. C'est une technique qui peut être utilisée pour dresser un chien, pour dresser n'importe quel animal de compagnie ou de travail. Et c'est même une technique qui est utilisée avec les enfants ou même les adultes humains dans ce cas-là. Où est-ce que, par exemple, pour un enfant, ce qu'on voudrait faire, c'est quand l'enfant est tannant, par exemple, je ne sais pas, il vient de toucher un vase précieux, il vient de casser un vase, il vient de faire une action mauvaise, on va vouloir l'isoler, on va vouloir le mettre en punition dans un coin, des choses comme ça. Donc là, on va lui apprendre que ce comportement-là, on ne veut pas l'encourager.
Et si à la place, il va, je ne sais pas, dire ses premiers mots, quelque chose comme ça, ben, il va avoir droit à beaucoup d'amour et des choses comme ça. Donc, on va encourager ce type de comportement-là. On va essayer de lui inculquer ce qu'on désire qu'il devienne. Alors, ben, l'apprentissage par renforcement, tout ce que je viens de présenter, c'est bien beau, mais il faut quand même qu'on se dote d'un cadre pour dire, ben, maintenant, ce que j'ai, c'est une façon d'attaquer un problème dans le monde réel. Donc, le cadre qu'on utilise habituellement, c'est le cadre d'un processus décisionnel de Markov que j'ai illustré ici. Ben, j'ai illustré ici une image que j'ai prise sur Internet qui montre justement où est-ce qu'on a une interaction entre un agent et un environnement. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'agent, si on suit mes flèches, l'environnement va produire un état qui va être qui va représenter où est-ce que l'agent se situe dans l'environnement qu'on veut, où est-ce qu'il évolue. L'agent va sélectionner une action à prendre à partir de cet état-là, et l'environnement va retourner pour cette action-là le prochain état où est-ce que l'agent va être, et une récompense. L'objectif dans ce cas-là, c'est pour l'agent de maximiser les récompenses, mais il y a une notion de récompense à long terme, il y a une notion de récompense immédiate, il y a une notion de se déplacer dans des états où est-ce que je peux avoir des meilleures récompenses. Donc ça, on va essayer de décortiquer ça un petit peu plus au fur et à mesure de la présentation. Alors, un processus décisionnel de Markov, pourquoi est-ce qu'on prend ça? Bien, il y a une raison, c'est qu'on a seulement une hypothèse qui est faite quand on utilise un MDP, un processus décisionnel de Markov, c'est qu'on fait l'hypothèse de Markov. L'hypothèse de Markov nous dit que tout ce qui est nécessaire pour calculer le prochain reward ou calculer quelle est la prochaine action que je devrais prendre est contenu dans l'état courant. Qu'est-ce que ça veut dire en tant que tel? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui m'est caché dans l'état courant. Donc, si je prends l'exemple d'un jeu d'échecs, par exemple, un état pourrait être la position du jeu d'échecs, et bien, c'est facile après ça pour moi de dire, ben, je sais quel coup je devrais jouer, quelle action je devrais prendre parce que j'ai la position devant moi. Donc, je sais qu'est-ce qui s'offre à moi. Donc, c'est une hypothèse qui est assez peu restrictive, mais qu'on doit conserver en tête parce que si on ne la respecte pas, bien, toutes nos approches avec des MDP ne marchent pas en tant que telles. Alors, donc, c'est ça, c'est ce que je dis, c'est que le MDP est quand même flexible parce que l'hypothèse de Markov, on peut juste jouer sur la notion de qu'est-ce qui est un état, qu'est-ce qui est une action pour l'appliquer à différents problèmes. Donc, on parle des jeux vidéo, la conduite autonome, des essais cliniques, donc plein de problèmes du monde réel ou du monde, ben, en fait, des jeux vidéo, c'est peut-être plus dans le monde artificiel, mais plein de problèmes qui sont assez variés et intéressants. Alors, je fais une petite pause structure à cause que j'aime bien voir la partie mathématique du RL. Donc, je sais que ce matin, Nicolas faisait des points sur le fait que, justement, on a des approches un petit peu différentes sur la recherche parce que moi, je suis quand même plus théorique et lui est plus pratique. Bien là, voici ma partie théorique. Donc, quand on parle d'un MDP, bien, qu'est-ce que c'est? C'est un tuple de plein d'items. Les items sont l'ensemble S, qui est l'ensemble des états dans un environnement, l'ensemble A, qui est l'ensemble des actions dans un environnement, l'ensemble R, qui est la récompense associée à prendre une action dans un état donné. Donc là, c'est pour ça qu'on a une fonction R qui prend en entrée un état et une action et qui retourne une récompense. On a une fonction T qui est la fonction de transition, donc qui va nous dire, bon, ben, après avoir pris l'action A dans l'état S, on se transporte dans le prochain état. Et on a deux nouveaux facteurs qui sont deux autres items qui sont le facteur d'amortissement. Le facteur d'amortissement, on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est ce qui va nous permettre de balancer entre à quel point je veux avoir des bonnes récompenses maintenant ou dans le futur. Donc, c'est notre hyperparamètre de balancement. Et on a mu0 qui est la distribution des états initiaux, parce qu'il y a certains problèmes où est-ce qu'on ne pourra pas commencer nécessairement n'importe où dans l'environnement. L'environnement peut être immense. Donc, on parlait des véhicules autonomes, par exemple. Ben, par défaut, je ne peux pas commencer, quand je vais commencer à conduire mon véhicule, je ne peux pas commencer dans la forêt. Je vais déjà commencer dans un stationnement ou sur le bord d'une route. L'idée est là. Donc là, pour vous montrer, parce que c'est un petit peu plus théorique, ben je présente des MDP concrets. Donc,
Le premier MDP que je veux voir avec vous, c'est le MDP de card pull, qui est un problème qui date des années 80. C'est un problème extrêmement classique en apprentissage par renforcement. Alors, card pull, si on regarde à droite, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est qu'on veut apprendre un agent. L'agent, c'est le petit chariot noir en bas. Et on veut que cet agent-là soit capable de faire tenir un bâton qui est en équilibre sur le chariot. Alors, le bâton, qu'est-ce qui se passe avec le bâton? Bien, c'est qu'il va être sensible à se balancer et donc le chariot, en se déplaçant, va être capable de le faire tenir et de le stabiliser pour le garder en équilibre. Alors, dans ce cas-là, ben, qu'est-ce que c'est un état? Ben, un état, ce serait par exemple la position et la vitesse du poteau et même affaire pour la position et la vitesse du chariot. Une action serait tout simplement de dire, bon, ben, le chariot doit à ce moment-là se déplacer vers la gauche ou se déplacer vers la droite. Et la récompense, ça, c'est quelque chose qui a été défini dans card pull, mais ça pourrait être autre chose. Mais la récompense, c'est plus 1 à chaque fois que le poteau n'est pas tombé. Donc, l'idée, c'est que si on a un agent parfait qui réussit à faire tenir un poteau debout, ben, il va avoir une récompense infinie éventuellement parce qu'il va toujours avoir plus 1 à chaque fois qu'il réussit à faire tenir le poteau. Les transitions, ben, c'est ce qui va modéliser l'impact de se déplacer à gauche ou à droite pour le chariot. Donc, c'est ça qui va déplacer le poteau, c'est ce qui va déplacer le chariot. Donc, c'est ce qui va gérer ce qui va inclure la vitesse du chariot et la force de gravité, par exemple. Et ben, mu0, en fait, c'est que dans ce cas-là, c'est qu'on a card pull, c'est un environnement qui va débuter au centre d'une petite grille. Et dans ce centre-là, ben, il va y avoir une petite variation sur est-ce que le poteau commence un petit peu vers la gauche, est-ce qu'il commence un petit peu vers la droite. Donc, c'est là qu'on a une distribution initiale sur les états. OK. Card pull, c'était cool, mais je pense qu'il n'y a personne qui a une passion réelle pour apprendre à faire balancer un poteau sur un chariot. Donc, premier exemple un petit peu plus concret que je vous propose, c'est un jeu d'échecs. Donc, comme je parlais un petit peu plus tôt, on peut voir le jeu d'échecs comme un problème d'apprentissage par renforcement, où est-ce que ce que j'ai, c'est que mon agent, c'est un des joueurs. Par exemple, si on pourrait prendre que c'est le joueur blanc. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que les états qui sont offerts à l'agent, c'est l'état de la planche de jeu. Les actions qui sont possibles, ben, c'est les coups qui sont disponibles aux échecs, donc les coups qui sont légaux aux échecs. Et la récompense, ben, dans ce cas-là, on n'a aucune récompense tout le long du jeu et on peut dire qu'on donne une récompense de plus 1 si la partie est gagnée et moins 1 si la partie est perdue, ainsi qu'une récompense de 0 pour une partie nulle. Et donc, la transition dans ce cas-là, c'est assez simple ici, c'est juste de dire si j'ai joué tel coup, ben voici l'état de la planche de jeu après ce coup-là. Et ben, mu0, dans ce cas-là, ce n'est pas une distribution, il y a juste un seul état de départ possible. Ben, c'est l'état qu'on voit à droite, qui est la partie d'échec de départ. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a eu des articles qui sont sortis sur le jeu d'échecs, mais pas seulement les échecs, on parle de shogi et de go aussi. AlphaZero, j'imagine que peut-être que vous en avez entendu parler, ou est-ce que si j'y vais très rapidement, ben, c'est Google qui ont réussi à battre le champion du monde de Go avec un algorithme d'apprentissage par renforcement pur, donc un algorithme qui n'utilise aucune donnée humaine, qui fait juste apprendre à jouer aux échecs en jouant contre lui-même et en utilisant le MDP que je vous présente ici. Donc, on a une puissance, on a le meilleur joueur d'échecs au monde qui est un ordinateur entraîné par apprentissage par renforcement. Donc, c'est quand même une caractéristique assez intéressante à noter. Un autre MDP que je trouve intéressant à aborder, c'est celui des jeux Atari. Celui des jeux Atari, bien, dans ce cas-là, c'est que c'est une collection de plusieurs jeux vidéo des années, je pense que c'est 70 Atari, je ne connais vraiment pas ça tant que ça, mais c'est des jeux vidéo où est-ce que là, dans le fond, ce qu'on a, c'est on a accès à un joystick où est-ce qu'on peut déplacer dans les 4 directions et on a un bouton d'action. Donc, ça, ce sont nos actions qu'on a, donc les 4 directions et le bouton d'action. On a le reward qui est le score total d'un jeu. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est maximiser le score total. Et là, ce qui est un petit peu particulier dans Atari, c'est qu'on n'utilise pas seulement l'état actuel de la console comme état.
Normalement, je pourrais poser la question, mais je pense que je vais juste y répondre immédiatement. Pourquoi est-ce que j'utiliserais les 4 dernières images de la console au lieu de juste l'image actuelle? Bien, l'idée, c'est parce que je veux pouvoir modéliser le concept de vitesse. Parce que dans les jeux d'Atari, généralement, ce qu'il y a, c'est qu'on va avoir un momentum. Où est-ce que je pense au jeu de Pong? Bien, le jeu de Pong, c'est le jeu avec les deux plaques blanches qui sont d'un bord et de l'autre et qui a une balle blanche qui se promène. Et le but, c'est d'empêcher la balle blanche de dépasser notre pomme, notre raquette. Mais en fait, si je n'ai pas les dernières images avant l'image courante, ben, je ne saurais pas si la balle est en train de se rendre vers moi ou vers mon adversaire, par exemple. Donc, j'ai besoin d'avoir ça pour pouvoir avoir l'hypothèse de Markov, parce que justement, c'est un cas où si je n'ai pas 4 images, ben, je pourrais avoir la vitesse, et sans la vitesse, je ne suis pas capable d'agir parce que je n'ai pas l'information nécessaire. Donc, je briserais l'hypothèse de Markov. Comment est-ce qu'on la répare? On met plusieurs images à la fois et c'est pas plus compliqué que ça. Et bien ça, justement, les jeux d'Atari, c'est aussi quelque chose où est-ce que l'apprentissage par renforcement a réussi à battre les meilleurs humains, les records du monde des humains sur la majeure partie des jeux. Je n'entrerai pas dans le détail, mais en grosso modo, là, sur presque tous les jeux Atari, on a un modèle appris par renforcement qui est meilleur que le meilleur humain qui a jamais joué à ce jeu-là. Donc, encore une autre histoire à succès. Je vous ai présenté 3 cadres, mais comme je disais un petit peu plus tôt, c'est beaucoup plus large que ça, l'apprentissage par renforcement. C'est un cadre qui est extrêmement flexible et ça, je veux quand même insister là-dessus. Donc, je pense par exemple à des essais cliniques. Bien, dans des essais cliniques, où est-ce qu'on va vouloir, on a un patient qui souffre d'une maladie, par exemple, et on veut essayer un traitement expérimental, bien, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir faire une séquence de décision, une séquence de traitement, par exemple, traiter le patient, lui donner tel médicament, lui donner une chimiothérapie ou quelque chose comme ça, et on va vouloir optimiser la condition, donc voir l'état physique du patient au fur et à mesure, et donc c'est quelque chose qui peut se faire en santé. Même principe en robotique. Mathieu, on avait une question par rapport à la slide précédente. On demandait, est-ce que c'est les 4 prochaines images ou les 4 dernières images? Ce sont en fait, c'est par batch de 4 images. Donc, à chaque fois qu'on fait une décision, le jeu va nous donner les 4 prochaines images. Donc, T va nous donner les 4 prochaines images, mais ma décision est prise à partir des 4 dernières. On a une autre question. Oui. Ça dit, ça prend combien d'essais / temps pour que le réseau soit meilleur que les humains pour Atari et échec? C'est une excellente question qui est dans ma conclusion, mais je peux en parler où est-ce que c'est... on utilise beaucoup à ce niveau-là le fait que la puissance de calcul, elle est beaucoup plus... la puissance de calcul qu'on a avec un ordinateur, elle est beaucoup moins limitée que celle d'un être humain. Donc, par exemple, aux échecs, il existe des chiffres, je ne les ai pas sous la main, mais il me semble que c'est quelque chose comme l'équivalent d'avoir joué 100 millions de parties d'échecs là, pour battre pour avoir le meilleur modèle en ce moment. Donc, c'est quelque chose qui est absolument irréalisable dans le temps d'une vie pour un joueur humain. Donc, on n'est pas encore au niveau qu'on réussit à modéliser quelque chose d'aussi efficace que le cerveau humain, mais on réussit quand même à le battre. Donc, pour Atari, je ne connais pas les résultats, mais c'est quelque chose d'aussi assez large là, comme nombre d'exemples qu'on utilise. Parfait, ça semble avoir répondu à la question. OK, parfait. Donc, n'hésitez pas, là, justement, là, le but, c'est que ce soit interactif, donc n'hésitez pas à m'interrompre. Où est-ce que j'en étais? Oui, j'étais en train de parler de robotique. Un exemple de robotique que je voulais parler, c'est qu'en robotique, les actions à ce moment-là vont être de bouger les joints d'un robot, de choisir quelles actions, quel rotor on devrait tourner, des choses comme ça. Et ben, ça permet de faire des choses qui sont... ça permet d'accomplir une tâche qui peut être extrêmement impressionnante, comme par exemple, il y a une vidéo, je ne l'ai pas mis, mais une vidéo de OpenAI, où est-ce qu'OpenAI ont utilisé un bras robotique et ils ont montré que ce bras robotique-là est capable de résoudre un cube Rubik et de le faire même face à des interventions adversarielles, où est-ce qu'il y a des gens qui font littéralement, qui donnent des coups de toutou sur le robot, et le robot est capable de s'ajuster aux coups de toutou et des choses comme ça. Donc, c'est
C'est assez impressionnant. Dans la même veine, un autre cadre que je voulais mentionner, c'est la conduite autonome, où est-ce que dans ce cas-là, ben, les actions, ce serait de donner du gaz, ce serait d'appuyer sur le frein, ce serait de changer de vitesse, ce serait le volant, ce serait tous ces détails-là que nous, on fait quand on conduit un véhicule. On peut les confier à c'est possible de voir ça comme une tâche d'apprentissage par renforcement. On voit Tesla, par exemple, qui ont un autopilote. Je ne veux pas rentrer dans le détail sur si Tesla fait de l'apprentissage par renforcement ou pas, parce que je ne suis pas dans leur code, mais disons juste que ça peut être vu comme une tâche d'apprentissage par renforcement. Ce n'est peut-être pas nécessairement ce qui est fait en pratique là, pour assurer une certaine stabilité. OK. Alors, l'objectif quand on fait de l'apprentissage par renforcement, c'est qu'on a un MDP et on veut apprendre un agent qui se comporte bien dans le MDP. Quand on parle, formellement parlant, on ne parle pas d'un agent, on parle plus d'une politique. Une politique, c'est une fonction pi qui associe une action à un état. Donc, qui me dit, à partir de tel état, voici l'action que je devrais prendre. Et cette politique-là, elle est capable de faire ça pour n'importe quel état de l'environnement. Donc, l'objectif à ce moment-là, c'est de trouver un pi, une politique pi qui maximise l'espérance de récompense. Alors là, je vais juste regarder cet objectif-là parce que c'est quand même important qu'on le comprenne. L'idée de l'objectif, c'est qu'on veut maximiser l'espérance. L'espérance, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un synonyme pour la moyenne. Donc, je veux maximiser la moyenne de mes récompenses que je vais obtenir. Et les récompenses que je vais obtenir, qu'est-ce que je fais? C'est j'ai mes récompenses ART, donc mes récompenses au temps T. Après avoir pris mon action, j'ai ma récompense. Et ce que je fais, c'est que je vais pondérer chaque action par un facteur gamma à la T. Donc, je parlais que gamma, c'était un balancement entre le futur et le présent. Justement, c'est exactement ça qu'on a avec le gamma à la T, c'est qu'on a un débalancement exponentiel où est-ce que le plus qu'on est loin de l'action courante, le moins mon modèle va va se préoccuper des récompenses futures. Et ça, c'est géré par le gamma. Donc, si gamma est plus petit, le plus que je vais m'en foutre. Et si gamma est très élevé, je vais presque en avoir autant conscience que les récompenses immédiates. Et juste pour clarifier, à ce moment-là, les actions qui mènent aux récompenses, c'est de choisir l'action qui correspond à pi et les récompenses et transitions sont gérées par R et T. Donc, c'est juste un cadre mathématique pour l'image qu'on avait là pour la figure d'apprentissage par renforcement. C'est juste qu'on veut maximiser les récompenses RT. Et voici de quoi ça a l'air en termes mathématiques. Là. C'est à ça que ça ressemble. OK. Je fais une petite parenthèse parce que je veux parler de l'universalité de la tâche. Où est-ce que je veux le comparer? Je veux comparer l'apprentissage par renforcement à l'apprentissage supervisé. Ce qu'on a vu beaucoup depuis le début du bootcamp, c'est des approches où est-ce qu'on a des exemples. Voici une entrée, voici une sortie. Je veux apprendre une fonction qui va connecter une entrée à une sortie. En apprentissage supervisé, je n'ai pas nécessairement, en apprentissage par renforcement, je n'ai pas nécessairement ce type de jeu de données-là. Ce que je vais avoir, c'est plus, c'est simplement des récompenses. Donc, je ne sais pas nécessairement quel est le comportement optimal. Et un exemple de ça, c'est par exemple les jeux d'échecs, le jeu de Go, où est-ce qu'on n'a pas résolu ce jeu-là. On ne sait pas exactement à partir de telle position quel est le coût optimal à coup sûr. Mais en utilisant les approches par renforcement, on réussit à avoir un coût qui est tellement bon qu'on n'a jamais été capable de trouver des meilleurs coûts que ça pour le moment. Donc, c'est un petit peu un trade-off. Et je mets aussi un petit résultat théorique là-dessus où est-ce que c'est connu en apprentissage par renforcement que ce n'est pas suffisant. Même si je possédais la politique optimale, je ne pourrais pas juste l'apprendre de manière supervisée. Pourquoi? C'est parce qu'on a vu dans la présentation d'Abdelali plutôt qu'en apprentissage supervisé, on a toujours une erreur. On ne peut jamais être certain d'imiter à 100% une politique optimale. Si j'ai juste appris à optimiser la politique optimale, cette politique optimale-là, elle va suivre ce qu'on appelle un happy path et elle va juste suivre le chemin optimal. Mais dès le moment où est-ce que moi, je tombe dans l'erreur de mon apprentissage supervisé,
ben, je tombe en dehors du happy path et à ce niveau-là, je ne connais pas la politique optimale, donc je me ramasse que je peux faire n'importe quoi. C'est pour ça qu'en apprentissage par renforcement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, ben, c'est pas particulièrement grave si tu n'es pas sur le happy path tout le temps, mais c'est important que tu saches comment y retourner rapidement pour ne pas faire de niaiserie une fois que tu le quittes. Donc, c'est un petit peu l'intuition qui est là. OK, oui, oui, je voulais aussi parler de le facteur d'amortissement gamma. Je voulais donner une petite intuition plus loin que ce que j'avais dit là, verbalement tantôt. Quand on parle, si on prend la fonction objectif, ça c'est la même fonction objectif que tantôt, on veut maximiser l'espérance de récompense. Bien, si on choisit gamma égale 0, bien, qu'est-ce qui va se passer? Bien, il va juste se passer qu'on va vouloir maximiser l'espérance du prochain reward, le reward R0. Donc, on n'a aucun intérêt au futur, on veut juste trouver la meilleure action on veut juste trouver la meilleure action maintenant et je me fous si après ça, ben, ça m'amène dans un état où est-ce que je n'obtiendrai plus jamais de récompense. Donc, ça, c'est le premier cas extrême. Si gamma égale à 0, je me fous du futur, je veux juste le présent. Si je vais à l'autre opposé du spectre, je vais à gamma égale à 1, bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais vouloir plutôt maximiser l'espérance des récompenses. Il n'y a aucun facteur gamma, donc c'est aussi payant d'avoir une récompense dans 10 000 pas de temps qu'immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire à ce niveau-là? C'est que je n'ai aucun intérêt à me dépêcher à avoir mes récompenses. Ou est-ce que, par exemple, si j'ai un environnement infini, un environnement que je peux rouler là, un nombre infini de fois, un nombre infini de pas de temps, ben, je n'ai pas d'intérêt à me dépêcher à aller dans les zones payantes de mon environnement parce que, de toute façon, si j'ai gamma égale à 1, que j'y aille aujourd'hui ou que j'y aille dans 20 000 pas de temps, je vais avoir le même objectif à cause de l'infini. C'est un petit trick de maths, là, mais donc c'est comme l'autre spectre où est-ce que je me fous du présent, je m'inquiète juste du futur. Et ben, en fait, l'intérêt est toujours entre les deux. Donc, l'intérêt, c'est qu'on veut toujours une balance entre les deux. Et bien, en pratique, on veut toujours quand même mettre plus d'emphase sur une bonne emphase sur le futur et non pas seulement sur le présent. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend généralement des gammas entre 0.9 et 0.99. C'est habituellement ce que je vois dans la littérature. Je n'ai pas vu beaucoup d'approches qui utilisent autre chose que ça. Un autre point à considérer, c'est le compromis exploration-exploitation dans l'apprentissage par renforcement. Qu'est-ce que je veux dire par le compromis exploration-exploitation? C'est que si je reprends mon jeu d'échecs, ceux qui me connaissent sauront pourquoi je le prends toujours en exemple. C'est un jeu que j'aime bien, c'est un jeu que je connais, sur lequel je connais plein de résultats. Bien, le jeu d'échecs, il y a à peu près 10 à la 120 parties d'échecs possibles. Donc, c'est un espace immense à explorer. On ne peut pas juste dire je vais jouer toutes les 10 à la 120 parties possibles pour retrouver quel est mon bon comportement. Il faut que j'exploite un petit peu les filons que j'ai déjà trouvés par le passé pour explorer cet espace immense-là. Juste parenthèse, pour ceux qui disent 10 à la 120, c'est pas si gros que ça. Il faut quand même mettre en perspective que je pense que le nombre d'atomes dans l'univers entier est estimé à être autour de 10 à la 90. Donc, c'est quand même quelque chose qui est excessivement gros, 10 à la 120. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut juste dire, ben, j'ai accès à plein de ressources de calcul, je vais être capable de le faire. Même Google ne pourra jamais faire ça. Donc, ça, c'est quand même un gros argument. Si Google ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire. On a une question, Mathieu, dans le chat. On dit, on peut voir ton gamma comme un discount rate en finance. Est-ce qu'il y a des explorations théoriques où ton gamma est une VA? Je ne sais pas c'est quoi VA. Parce qu'un variable aléatoire. Ouais. Ou est-ce que le gamma est une variable aléatoire? Parce qu'un discount rate aléatoire existe en finance, entre parenthèses. C'est une bonne question. Je n'ai jamais vu ça. La notion de discount rate, en fait, discount rate, gamma s'appelle un discount rate en anglais, là, donc l'intuition, elle est définitivement là. Je n'ai personnellement jamais vu d'approche qui voit gamma comme un facteur aléatoire parce que généralement, dans le cadre d'apprentissage par renforcement, ce qu'on se dit, c'est on cherche une solution et la solution va être optimale pour un certain gamma. Donc, gamma est vraiment un paramètre
qu'on fixe et qu'on ne veut pas nécessairement, qu'on considère qui fait partie de la solution qu'on veut trouver. Donc, je n'ai jamais vu ça, mais c'est une très bonne question à regarder. Ça a l'air d'avoir satisfait. OK, parfait, merci. OK, si je reviens à mon concept d'explorer et d'exploiter. Quand je parlais du dilemme et que je parlais de à quel point le jeu d'échecs est immense et tout ça, ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas juste faire une exploration aléatoire de l'espace. Il faut que mon exploration guide sur qu'est-ce que je pense que mon agent a intérêt à aller visiter. Alors, ce qu'on veut faire dans ce cas-là, généralement, c'est qu'on veut suivre notre politique qu'on est en train d'entraîner. Mais si on fait juste suivre notre politique qu'on est en train d'entraîner, ben, ce qu'on risque de faire, c'est que notre politique risque de trouver un filon qui dit ben ça me satisfait. Moi, j'ai trouvé une stratégie aux échecs, j'ai trouvé une manière de faire tenir le poteau card pole et je n'ai pas besoin d'en faire plus. Ben, ce qui se passe, c'est que généralement, on va être sous-optimal ou est-ce qu'on ne va pas réussir à atteindre la vraie performance, maximale qu'on peut aller chercher. Alors, c'est là que dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir forcer notre politique à aller voir ailleurs dans l'espace. Une manière extrêmement simple de faire ça, c'est ce qu'on appelle les approches epsilon vorace ou epsilon greedy en anglais, qui est de dire, ben, ma politique, elle va explorer mon environnement, mais avec une probabilité epsilon. Epsilon est généralement petit, on parle de moins de 10% à peu près. Ben, on va aller chercher une action aléatoire. Donc, je vais forcer mon agent à ce moment-là à faire quelque chose que ce n'est pas ce qu'il pense qui est optimal, mais que peut-être ça va lui permettre de découvrir un autre filon encore plus prometteur que ce qu'il exploitait actuellement. Et il y a aussi une autre façon de faire qui est utilisée, de forcer notre politique à être stochastique. Donc, ça, on peut faire ça avec, Nicolas parlait ce matin d'une softmax, Frédéric en parle aussi, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser une softmax et même avec une température pour forcer notre politique à ne jamais être trop déterministe. Donc, être un one-dot où est-ce la politique va juste sélectionner une action dans un état, ben, on peut la forcer à dire, ben, je prends l'action 1 avec une probabilité de 70% et l'action 2 avec une probabilité de 30%. Donc, on continue à explorer l'espace, mais de manière plus aléatoire, là, naturellement. OK, donc, en fait, ça fait le tour de ce que je voulais parler par rapport au problème en général. Maintenant, la question qu'il faut regarder, c'est comment est-ce qu'on résout ça? Comment est-ce qu'on trouve ce pi étoile-là qui est notre objectif? Ben, la première chose que je veux parler, c'est que il y a des approches qui s'appellent des approches tabulaires où est-ce que là, on va considérer qu'on peut rentrer tous les états et toutes les actions dans un ordinateur, mais c'est des approches qui ne sont pas nécessairement adaptées au problème réel. Là, je parlais des échecs. Ben, les échecs, je ne peux définitivement pas mettre toutes les positions possibles d'échecs et dire, bon, ben, j'ai un dictionnaire qui pige selon cette position-là quelle action je devrais prendre. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va vouloir faire de l'apprentissage par renforcement profond ou du Deep ARL pour ceux qui connaissent l'abréviation. Alors, ben, dans ce cas-là, c'est que ce qu'on va faire, c'est comme je disais, c'est impossible d'entreposer la bonne action. Alors, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir apprendre une version paramétrée de la politique optimale, où est-ce qu'on a des paramètres θ qui sont les paramètres de réseau de neurones. Donc, quand on parlait là, hier de faire un réseau de neurones, utiliser des NN points linéaires, bien ça, c'est tous des vecteurs, toutes des matrices qui sont dans θ. θ, c'est comme une collection de matrices. Il faut voir ça très, 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 très fluide. Il n'y a aucune contrainte sur ce que θ peut représenter. Mais généralement, quand on est en Deep ARL, ben, θ représente les poids d'un réseau de neurones. Alors, une première approche qu'on peut utiliser, c'est une approche qu'on qualifie de gradient politique. Je vais regarder le temps. OK, parfait. Donc, la première approche, c'est le gradient politique. On a vu hier que ce qu'on pouvait faire, c'est avec l'apprentissage par renforcement, c'est qu'on peut utiliser une descente de gradient pour diminuer une perte d'un réseau. Mais dans notre cas, ce qu'on veut faire, c'est au lieu de diminuer la perte, on ne veut pas la minimiser, on veut maximiser notre objectif. Notre objectif dans ce cas-là, c'est l'espérance de retour.
bien, donc si on pose J de θ, qui est l'espérance de retour quand j'utilise les paramètres θ, bien, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir suivre le gradient de J. Maintenant, il y a un problème avec le gradient de J, c'est que c'est une espérance qui est faite sur aller chercher des actions selon pi, aller chercher les prochains états selon t, les prochains rewards selon r. Donc, il y a énormément de fonctions et cette espérance-là, on ne peut pas la calculer de manière analytique en pratique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le théorème du gradient de politique. Donc, on dit merci aux gens qui ont fait les maths pour nous de ce côté-là. Et on va dire que la mise à jour de suivre le gradient de J, bien, c'est proportionnel. Ça, ce symbole-là veut dire proportionnel. C'est proportionnel à suivre la somme des récompenses pour une trajectoire. Donc, j'ai exploré mon environnement une fois, j'ai obtenu ma somme des trajectoires et je multiplie ça par le log de la probabilité de mon... le log de la probabilité d'avoir pris cette action-là sur ma trajectoire, et c'est là que je fais mon gradient. Donc, le gradient de politique, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient nous dire, on n'a pas besoin de mettre à jour selon toute la notion de le reward est aléatoire, le prochain état est aléatoire, tout ça. On a juste besoin de savoir à quel point l'action était préférable ou pas selon notre réseau. Et donc, on a juste besoin que notre réseau pi θ soit dérivable par rapport à ces paramètres. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a généralement accès en pratique avec des réseaux de neurones. Donc, on est très heureux, on peut directement implémenter ça. Et l'approche classique pour faire ça, c'est l'algorithme Reinforce, qu'on va voir un petit peu plus tard. Là, je vais le montrer là, dans le notebook. Maintenant, la deuxième famille d'approches par renforcement, c'est les approches par fonction de valeur. Alors, dans la dernière slide, ce qu'on avait fait, c'est qu'on essayait d'apprendre directement pi étoile. Bien, dans ce cas-là, on va dire, je ne veux pas nécessairement apprendre pi étoile, je ne veux pas apprendre quelles sont les bonnes actions à prendre. Je veux apprendre c'est quoi la récompense que je vais avoir si je prends telle action dans tel état. La différence est subtile, mais on va regarder ça ensemble. Si on définit la fonction Q de pi, c'est l'espérance de récompense en prenant l'action A dans l'état S et en suivant pi par la suite. Donc, comment est-ce que ça se représente? C'est que je vais obtenir la récompense qui est associée à prendre l'action A dans l'état S et je vais aller chercher le terme à droite dit je vais piger mon action selon pi. Donc, je vais piger ma prochaine action sur le prochain état selon pi et je vais aller chercher encore une fois QP qui est ma Q function sur les prochains états. Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a une définition récursive de la fonction Q. Et un résultat qui est particulièrement intéressant qu'il faut noter ici, c'est qu'on a l'équation d'optimalité de Bellman, où est-ce que quand je remplace pi par pi étoile dans l'équation plus haut, ben, ce que je me trouve à avoir, si je me trouve à avoir simplement que Q étoile de SA, c'est égal à la récompense de prendre l'action A dans l'état S, plus gamma, l'action qui a la meilleure Q-value dans le prochain état. Donc, ça, c'est l'équation d'optimalité de Bellman. Et on sait que quand j'arrive à un état, à une politique où est-ce que cette équation-là tient, quand j'arrive en fait, je veux dire, à une Q function où est-ce que cet état-là tient, qu'est-ce que j'ai? Je suis à un endroit où est-ce que ma politique, où est-ce que ma Q function est optimale. Donc, ça, c'est l'intuition qui est derrière les algorithmes, l'algorithme qu'on appelle DeepQ Network, qui est l'algorithme qui a la performance surhumaine, qui a été le premier algorithme à avoir la performance surhumaine sur les jeux d'Atari qu'on voyait précédemment. Et DeepQ Network, comment ça marche? Ça dit, je vous disais qu'on veut que le côté gauche et le côté droit de cette équation-là soient égales. Quand ils sont égaux, ça veut dire qu'on a fini, on a notre Q-function optimale. Bien, donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une perte. Et on va avoir une perte empirique qui est simplement de prendre
la MSE, donc la perte quadratique entre le côté gauche et le côté droit de l'équation. Donc là, on voit le côté droit qui est ici, moins le côté gauche. Et là, ce qu'on veut faire, c'est que justement, on veut apprendre une fonction, une Q function paramétrée. Là, donc, c'est ici qu'on va faire l'apprentissage. Et bien, quand on apprend Q-θ comme ça, bien, qu'est-ce qu'on fait par la bande? C'est qu'on apprend aussi une politique implicite qui est de dire, ben, ma politique, c'est pas compliqué, c'est juste ma politique optimale, ça va être juste de sélectionner l'action avec la plus grande Q-valeur. Donc, ça revient aussi à résoudre le problème d'apprentissage par renforcement dont on parlait un petit peu plus tôt. OK. Donc là, je suis rendu à des notebooks. Je pense que je suis allé peut-être un peu vite là, sur les algorithmes. Donc, si jamais vous voulez poser des questions avant que je me lance dans le code, ça peut être un bon moment. Il n'y a pas de questions dans le chat, mais moi, j'avais peut-être des questions. Vas-y, vas-y. En fait, la première question, c'était par rapport à la policy gradient. Dans le fond, si je comprends bien, ça revient à multiplier le gradient par la récompense. Dans le fond, si tu viens scaler ton gradient par rapport à la récompense, donc si ton gradient est grand, ben, tu te dis, ben, si ta récompense est grande, ben, tu dis, ou c'est l'inverse. Ce que tu dis, c'est que je vais me déplacer de manière proportionnelle à la récompense que j'ai reçue et la direction de mon déplacement va correspondre à la log probabilité d'avoir choisi cette action-là. Donc, ce qui va se passer, ce terme-là, c'est le terme du gradient ici, c'est juste un vecteur de direction. Et le terme à gauche, c'est vraiment ce qui va venir donner la norme de ton pas. Là. Donc, ça, c'est ce qui va c'est comme dans un réseau de neurones habituel, quand tu as une grosse perte ou une petite perte, bien là, à ce moment-là, le plus que ce terme-là à gauche est gros, le plus que ça veut dire que j'ai eu une bonne récompense et le plus que ça veut dire que c'est dans cette direction-là que je devrais me déplacer. OK. Sinon, autre question, plus par rapport à ton exemple au début, sur ATG encore. On disait tu disais que tu as les 4 dernières images, tu prends une action, puis tu as les 4 prochaines images. Ça serait pas mieux juste de dire je te donne la prochaine image, mais tu as encore les 3 précédentes? Oui, à ce moment-là, ça c'est peut-être une question un petit peu plus ingénieur, où est-ce que je ne suis pas un expert Atari plus que ça, mais je pense que de ce niveau-là, c'est plus une question d'implémentation, puis ça permet de rouler beaucoup plus rapidement l'environnement, parce que quand on fait du DPRL, le vrai bottleneck, la vraie chose qui ralentit notre apprentissage, c'est de rouler l'environnement. Donc, en faisant ça, on roule naturellement 4 fois plus vite, parce que chaque fois qu'on fait une décision, on a 4 nouvelles images. Et c'est amplement suffisant pour l'apprentissage parce qu'au final, nous, les êtres humains, on ne fait pas une action à chaque fois que l'image change parce que c'est beaucoup trop rapide là, comme changement. Hein. Oui, ben c'est ça. C'est ça que je me dis en fait, c'est que c'est comme si tu donnais une latence à ton. Tu donnais une latence à ton algorithme. Oui, d'ailleurs, je bounce un peu, là, c'est pas dans mes slides, mais le jeu de StarCraft, pour ceux qui connaissent, qui est un jeu vidéo extrêmement populaire, justement, c'est quelque chose qui a été fait par, dans ce cas, c'est encore Google avec DeepMind, qui ont proposé un algorithme par renforcement pour jouer à StarCraft. Et justement, c'est une des choses qui ont travaillé excessivement fort à faire pour avoir une latence qui correspond à quelque chose qu'un humain peut faire, parce que c'est une des critiques habituelles où est-ce qu'on dit, c'est normal que l'ordinateur batte un humain parce que lui, il n'y a pas de latence. Lui, il est tout le temps capable de rouler en temps réel, il ne se fatigue jamais. C'est pour ça que si on peut imposer une latence comme ça, on peut avoir une performance qui est un petit peu plus réaliste. Il y a des questions qui ont popé dans le chat. Donc, première question. Pour l'exemple du jeu d'échecs, est-ce qu'il y a des fonctions de reward plus compliquées, ce qui est une bonne idée? Comme au lieu de juste plus 1, plus ou moins 1, en fonction de win-lose. Si on donne des points quand on mange une pièce ou quand on défait une pièce, est-ce qu'un agent pourrait apprendre plus vite? Oui, c'est une excellente question. C'est des choses qui ont été abordées dans l'article d'AlphaZero dans Nature que je recommande si c'est quelque chose qui intéresse la personne qui a posé la question. Mais l'intuition est la suivante, c'est que le système de rating qui associe, par exemple, à prendre un pion, qui associe
3 à prendre un cavalier, 9 à prendre une reine et des choses comme ça. Ben, ce système-là, il est fait pour les humains parce qu'il nous permet de donner une intuition de l'état de la partie, mais en tant que tel, c'est pas nécessairement un bon proxy, c'est pas un bon remplacement à la victoire ou la défaite qui est le vrai objectif du jeu. Ou est-ce que c'est connu, par exemple, qu'il y a plusieurs belles parties d'échecs où est-ce que ce qu'on fait, c'est qu'on sacrifie notre reine, donc on perd -9, mais on met échec et mat dans les coups qui suivent. Donc, ça va peut-être faciliter le début de l'entraînement d'utiliser des cibles plus riches où est-ce que justement, au lieu d'avoir des zéros tout le long de la partie et seulement un +1 ou un -1 à la fin, ben, en ayant des +3, -3 au courant de la partie, on peut savoir un peu qu'est-ce qui est stupide, qu'est-ce qui n'est pas stupide. Mais à la fin, dans l'objectif, ce qu'on veut, c'est vraiment maximiser les victoires. Donc, on ne veut pas maximiser les pièces qu'on prend parce qu'on peut perdre en maximisant les pièces qu'on prend. Cool. On dit merci. Autre question. Serait-ce possible de préciser comment le DeepRL se compare à l'architecture du Deep? Neurones, couche, fonction d'activation, etc. C'est exactement la même chose. En fait, c'est bon de le préciser parce que je pense que je passe un petit peu rapidement là-dessus. Mais en fait, ce que j'utilise ici, pi theta que je veux essayer d'apprendre, c'est littéralement un réseau de neurones. Et ce réseau de neurones-là, ben, je vais l'apprendre avec des mises à jour de gradient. Donc, je vais faire des passes de loss.backward. Et ce que je vais faire, ben, c'est que je vais simplement déplacer les poids de mon réseau de neurones. Mais le DeepRL, c'est littéralement de prendre un réseau de neurones et au lieu de l'apprendre sur une fonction de perte classique, par exemple sur une classification, ben, la fonction de perte qu'on peut utiliser, une des fonctions de perte, c'est celle de reinforce. Ben là, je ne l'ai pas exactement ici, mais c'est de suivre ce gradient-là. Ou encore, on a l'autre fonction de perte qui est ici. Donc, c'est vraiment un réseau de neurones, mais avec une perte, disons-le, un petit peu plus fancy, peut-être. Et là, quand je parle de plus fancy, une erreur que les gens font généralement quand ils regardent la perte ici, c'est de dire que, bien, ça, c'est une perte MSE habituelle de réseau supervisé. Donc, je ne vois pas pourquoi c'est plus difficile le DeepRL que le Deep normal. Mais la question est ici, c'est qu'on a 2 fois QPi là-dedans. Et là, on a QPi sur S', A' à gauche et QPi sur... pourquoi je dis QPi? C'est Q-theta, je suis désolé. Et Q-theta sur SA, où est-ce que dans le fond, ce qu'on a, c'est qu'on a une cible qui est non stationnaire. Où est-ce que je vais apprendre mes fonctions, mes poids θ, mais mes poids θ font aussi partie de ma cible. Donc, ce n'est pas aussi direct que de dire que je veux apprendre des poids θ avec une cible qui est un chiffre, qui est fixe. Le cible, c'est moi-même. Donc, il faut que je trouve un juste milieu où est-ce que je réussis à converger à ça. OK. Autre question. On demande si on peut réexpliquer l'équation de pi étoile. Oui. Ici, OK. Ce qu'on disait, c'est que dans un MDP, on veut maximiser l'espérance de récompense. L'espérance, c'est la moyenne des récompenses. Et cette somme-là, ça, c'est la somme pour toutes les récompenses que mon agent pi va obtenir dans le futur. Je vais les pondérer par un facteur gamma t et je vais prendre la somme de tout ça et je vais vouloir trouver la politique qui maximise la somme de ça. Donc, si je reprends l'exemple d'échec, parce que je prends tout l'exemple d'échec, puis c'est peut-être un défaut que j'ai, mais si je prends l'exemple d'échec, ce que ça représente, c'est que je vais vouloir maximiser cette somme-là. Mais cette somme-là, elle va être pleine de zéros et il va avoir un 1 à la fin ou un -1. Donc, je vais vouloir maximiser mon espérance de gagner ou de perdre. Parce que si je reçois un 1 à la fin, ça veut dire que j'ai gagné une partie. Si je reçois un -1 à la fin, c'est que je l'ai perdu. Donc, mon espérance, c'est la moyenne des parties et des victoires et des défaites que je vais avoir. Donc, je vais trouver la politique qui gagne le plus souvent possible. OK. Parfait. J'ai une question de moi. Si tu peux retourner à la dernière slide sur le dernier... oui, c'est ça. Cette slide-là exactement. Juste, dans le fond, là, si tu prends le maximum de A par rapport à A', je veux dire, l'action qui maximise, si on veut... Ici, tu parles? Oui, exactement. Dans la perte plus bas, là, en fait. Là. OK, oui.
Mais à fond, c'est comme, si tu peux peut-être plus expliquer qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas. C'est un peu confus dans ma tête, là. L'intuition, c'est vraiment l'équation d'optimalité de Bellman. Ce que Bellman a prouvé dans ses résultats, c'est que quand Q est connecté à la politique optimale, à la politique pi étoile, on a Q étoile, ben, on a cette équation-là. Cette équation-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est peut-être un petit peu plus des maths, là, mais c'est le même que moi, je le vois personnellement. Donc, dis-moi si ça t'aide, Fred. Mais c'est que si j'ai QPi normal, ce que j'ai ici, c'est QPi de S est égal à R de SA plus gamma, la moyenne l'espérance de piger une action selon pi et le reward QPi que je vais recevoir par la suite. Alors, ce qui se passe, c'est que quand j'ai une politique optimale, cette politique optimale-là, elle sait quelle action est optimale à prendre. Et donc, l'action qui est optimale à prendre, ben, ce n'est pas compliqué. C'est celle qui maximise le retour Q qui va être pris. Donc, c'est un peu l'intuition derrière l'équation d'optimalité de Bellman, où est-ce que on a une espérance, mais la politique optimale pi étoile, c'est un one-hot. Et le one-hot, ben, je peux le représenter en faisant une maximisation. OK, ben, peut-être que la partie que je comprends peut-être moins, c'est pour S', c'est quoi ici exactement? C'est S', c'est le prochain état. C'est le prochain état, c'est ça. Ouais. OK, parfait. Ouais, okay, ça... Ouais, excuse, c'est pas clair dans mes slides, c'est un bon point. Ouais, donc, je pense que c'était pas mal ça la question. Merci. On n'a plus de questions dans le chat, fait que j'imagine qu'on peut aller à... Moi, j'aurais peut-être une question. Ah, vas-y, Jess. Oui. Ici, quand le réseau de neurones, dans cette façon-là de faire, est-ce que Q c'est notre réseau de neurones, dans le fond? Notre réseau de neurones modélise Q θ? Oui. Puis dans les autres façons de faire, le réseau de neurones modélise pi étoile. Oui, et il y a une nuance à apporter qui est vraiment bonne ici, c'est que en tant que tel, les deux réseaux de neurones sont identiques parce que pi va me retourner, pi θ va me retourner une distribution sur les actions. Q θ va me retourner une valeur pour chaque action, mais dans les deux cas, j'ai un réseau qui a exactement la même forme de sortie. C'est juste qu'il y a dans un cas, c'est une distribution, dans l'autre cas, c'est juste un vecteur, mais je vais avoir exactement la même shape de réseau de neurones. Puis là, ici, dans le fond, on pourrait presque dire que pi c'est genre l'argmax sur les A de Q. Oui, ben en fait ce qui arrive, c'est que quand on apprend une fonction Q... OK, ouais, c'est écrit là. OK, c'est bon. Ouais, c'est ça, elle génère une politique implicite là, qui est de sélectionner le meilleur... Parce que dans le fond, si la perte ici est à 0, qu'est-ce que j'ai? Ben, je respecte l'équation de Bellman, et dans l'équation de Bellman, je sais que l'action optimale, c'est celle qui prend la meilleure Q-value, donc je vais juste sélectionner le argmax. Et ça y est. C'est bon, merci. Donc, beaucoup de bonnes questions. S'il y en a encore, on peut continuer. Je pense que 1h30. Ouais, je vais peut-être y aller sur mes notebooks en fait rendu là. Ouais, il n'y a plus de questions dans le chat, fait qu'on peut aller sur les notebooks. Parfait. Donc là, j'ai plein de gens qui sont anxieux à me voir utiliser les notebooks. Donc, allons-y. Donc, voici. Ce que je veux faire avec les notebooks, c'est je veux vous montrer comment est-ce qu'on fait du RL en pratique. Et en pratique, le RL, généralement, ce qu'on va utiliser, c'est on va utiliser un environnement GIM qu'on appelle. GIM, c'est une librairie qui a été développée par OpenAI. OpenAI, petite parenthèse, c'est une compagnie qui travaille en apprentissage par pas en renforcement, mais qui travaille sur l'évolution de l'intelligence artificielle et notamment qui travaille extrêmement fort sur l'apprentissage par renforcement. Donc, on les remercie pour la librairie GIM qui nous simplifie beaucoup la vie. Alors, j'y vais avec le notebook. On commence par importer les librairies de base. Donc, ça, c'est, vous voyez, NumPy Random, GIM, dont je vous parlais. Donc, on va voir comment GIM fonctionne. Torch, on va faire du DPRL et Matplotlib parce que, je l'ai dit qu'on allait faire un tout petit graphique à la fin. Alors, comment est-ce que je me crée un environnement GIM? C'est pas compliqué. Un environnement dans GIM, on appelle gim.make. Et là, gim.make a plusieurs environnements créés par défaut.
En fait, je pourrais peut-être le montrer. Là. OpenAI Gym Environments. Je ne sais pas s'ils les ont encore. Oui, OK. Donc, ça, c'est assez gros pour tout le monde. Il y a des algorithmes de contrôle classiques. Donc, CartPole, qu'on est celui qu'on va regarder ensemble, est là. Mais on a aussi des algorithmes qu'on veut faire escalader une montagne à un chariot et des choses comme ça. Mais il y a des algorithmes, il y a des environnements beaucoup plus compliqués, comme par exemple MuJoCo, où est-ce que là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut contrôler un robot qui apprend à marcher, qui apprend à se déplacer. On veut faire de la robotique, on veut contrôler un robot qui apprend à prendre des pièces. Je vous parlais du robot qui fait le Tetris. Bien, voilà l'environnement virtuel que OpenAI ont utilisé pour ça. Donc, il y a vraiment beaucoup de trucs qui sont sur OpenAI, notamment les jeux Atari sont directement là. Alors, c'est ça, vous pouvez voir là, de quoi ça a l'air. C'est assez impressionnant tout ce qui est présenté par OpenAI. Par Jim dans ce cas-là. OK, donc c'est ça comme pour revenir à mes moutons. Je parlais d'utiliser CartPole V1, qui est l'environnement CartPole qu'on a vu un petit peu plus tôt. Alors maintenant, comment ça fonctionne, Jim? Ben, je vous présente un petit peu là, le code. L'idée, c'est qu'on va utiliser la fonction reset pour aller chercher notre état initial. Donc, reset représente un appel à mu0. Mu0, qu'on se rappelle, c'est la distribution initiale sur les états. Là, ce qu'on fait généralement, c'est on s'entrepose des variables done et rewards, où est-ce que done va nous dire, bon, ben, est-ce que ma trajectoire est finie? Et tant que ma trajectoire n'est pas finie, ben, je continue à faire la boucle qu'on voyait dans la figure. Et rewards ben, va me permettre de faire juste la somme de mes rewards là, pour voir c'est quoi la récompense que j'ai. Alors, tant que ma trajectoire n'est pas finie, je vais appeler render. Render, c'est pour c'est le rendering vidéo de mon environnement. Donc, c'est ce qui permet de faire mon petit vidéo de mon poteau qui se déplace sur un chariot. Et là, pour l'exemple, juste pour la postérité, je vous montre comment utiliser faire une pige aléatoire d'une action. Et bien, une fois qu'on a choisi notre action, ben, on appelle environment.step. Step va justement dire, bon, ben, je veux faire telle action et l'environnement va nous retourner le prochain état, le prochain reward et done pour dire maintenant tu as terminé ou non, ce n'est pas encore terminé. Et donc, si je roule ça, je ne sais pas si vous avez vu, ça a été extrêmement rapide, je vais juste le rerouler, mais ce qui se passe, c'est que j'ai une politique qui est aléatoire, donc elle est très mauvaise et c'est pas long que l'environnement est terminé ou est-ce que le poteau tombe en bas du chariot. Donc, vous voyez là, finished after a total reward of 26. Donc, ce qui s'est passé, c'est que comme mes rewards, c'est des plus 1, ben, ça veut dire que mon chariot a juste fait 26 pas avant que le poteau tombe, donc ce n'était pas particulièrement glorieux. Maintenant, je mets une petite fonction là, comme on avait vu avec Frédéric sur setADC. Ça, c'est juste pour la reproductibilité. Là, donc, ça, c'est assez classique. Qu'est-ce qui est là-dessus? Et là, on parlait justement de qu'est-ce qui était le DeepRL. Ben, le DeepRL, je vous le montre exactement. Mon PyTheta ou mon QTheta, c'est représenté par une classe NeuralNet qui est un module PyTorch. Ce module-là, comment je l'ai bâti? C'est simplement que j'ai une couche qui prend en entrée observationspace.shape. Ça veut dire que ça va prendre en entrée mon environnement. Mon environnement me retourne 4 variables qui sont les positions et les vitesses du chariot et du poteau. Mais dans ce cas-là, ce que je fais, c'est simplement de dire, ben, je vais prendre ces 4 variables-là, je vais les pitcher dans une couche cachée de taille hidden size. Dans ce cas-là, j'ai pris 128 parce que j'ai pris 128. J'ai pris une activation qui est une fonction relue. J'ai pris un dropout. Frédéric en a parlé très, très rapidement hier. C'est une façon de régulariser mon réseau de neurones. Et à la fin, ben, j'ai un output qui prend mon hidden size et qui me pitch ça dans le nombre d'actions que j'ai. Donc, dans ce cas-là, il y a 2 actions, gauche-droite. Donc, ça va me retourner un vecteur de taille 2. Alors, si je vais avec ça... Oh, qu'est-ce qui s'est passé?
Ah, OK. Bon, je vais avoir un problème avec mon CUDA. Cool, super. C'est pas particulièrement grave. Mon réseau de neurones n'a pas particulièrement besoin de CUDA, mais donc, je ne pourrais pas rouler sur CUDA. On va juste dire ça. Et les expériences vont continuer. OK. OK, donc on oublie qu'est-ce qui vient de se passer. Ce qui se passe, c'est que là, je peux, par exemple, aller chercher un état initial dans mon environnement. Je transfère cet état-là à un tenseur PyTorch et qui est dans le bon format et qui est sur la bonne device. Donc, ça, c'est la fonction pour le transformer dans la bonne device. Et parce que, dans le fond, quand l'environnement nous retourne une observation, c'est un NumPy array. Donc, pour ça qu'on le transporte en PyTorch. Et ben là, qu'est-ce que je fais? J'appelle mon neural net avec cette observation-là pour avoir ma sortie. Donc, un exemple de sortie dans ce cas-là, ça a été de retourner ce vecteur-là pour chacune des actions. Maintenant, est-ce que ce vecteur-là est-ce que ce réseau-là est un réseau de politique ou de queue-function? En fait, la réponse est c'est les deux. Parce que, justement, comme je disais, ça peut faire les deux. Ça dépend juste de comment je mets à jour mes poids. Donc, il n'y a pas à s'en faire pour ça. Maintenant, je reprends un petit peu le code qui est en haut. Et là, tout ce que je fais, c'est au lieu d'utiliser une action aléatoire qui était utilisée selon, qui était pigée aléatoirement selon les actions disponibles, mais ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner une action selon mon réseau de neurones. Donc, je vais aller chercher la sortie de mon réseau de neurones que j'ai mis dans une variable out et je vais aller chercher le argmax de cette variable out. Et on se rappelle, ça marche autant pour les deux réseaux où est-ce que si j'ai une politique pi, ben, le argmax va me retourner l'action avec la plus grande probabilité selon pi, donc celle que je veux prendre. Et si j'ai une queue-function, le fait de prendre l'argmax va encore une fois me redonner l'action que je devrais prendre selon l'argument qu'on vient de dire. Donc, et voilà, et ça, c'est. On peut le runner juste pour voir que ça marche. Donc, le réseau de neurones a un aléatoire qui est un petit peu moins bon. On a seulement fait 8 pas là, avant de tomber. Donc, là, ces deux cas, là, on avait vu pour un vrai pur aléatoire, ça me donnait 26. Pour un aléatoire d'un réseau de neurones, ça me donne 8. Le vrai objectif quand on fait du CardPole, c'est d'atteindre un objectif de 500. Parce qu'après 500 pas, ben, Jim dit tu as résolu l'environnement. Donc, 8 ou 26, c'est deux résultats qui sont extrêmement mauvais. Donc, on ne s'inquiète pas par rapport à ça. Maintenant, le premier algorithme Reinforce que je voulais voir avec vous, c'est l'algorithme de politique de gradient. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans Reinforce? C'est qu'on va aller générer une trajectoire complète sans aucune mise à jour de gradient. Donc, j'ai ma politique, je me rends jusqu'à Done. Et là, ce que je vais avoir, je vais entreposer mes états, mes actions et je vais entreposer mes rewards et je vais utiliser ça pour mettre à jour mes poids après avoir terminé ma trajectoire. Donc, quand la trajectoire est terminée, je vais calculer la somme pondérée des récompenses GT. GT, si je reviens à mes slides, juste 2 secondes. GT, c'est ça. C'est la section ici où est-ce que pour différents T dans ma trajectoire à différents temps, je peux calculer le retour qui me reste à partir de ce temps-là. Donc, si j'ai le retour initial, G0 qui représente vraiment le réel retour de toute ma trajectoire et j'ai le retour intermédiaire qui représente les retours à partir d'un certain état, à partir d'un certain pas de temps dans ma trajectoire. Et là aussi, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque état, on calcule pour chaque pas de temps, on calcule les GT, mais on va aussi calculer log proba de T qui va être utile là, pour la mise à jour du gradient. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser comme là moins GT fois log proba, où est-ce que, je reviens ici, on veut faire on va faire une ascension de gradient sur ce terme-là. Ben, à gauche, on a GT. À droite, on a les logs probants. Ben, comme je vais faire une ascension et que PyTorch, par défaut, c'est un réseau de neurones et que ça fait une minimisation, ça fait une descente de gradient, ben, je vais juste mettre un moins devant parce qu'on sait que minimiser une fonction, c'est l'équivalent de maximiser moins la même fonction.
Et on répète ça jusqu'à la convergence. Si on regarde dans le code, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une petite fonction qui me permet de calculer mes GT. C'est pas particulièrement compliqué, c'est juste des petits tricks pour justement prendre les rewards et les pondérer par le bon gamma à la t à chaque fois. Et là, on peut regarder le vrai code qui nous intéresse, le code de Reinforce, où est-ce que ce que je fais, c'est je fige mon environnement au bon signe, j'initialise mon réseau de neurones, mon optimiseur. Donc, ça, c'est comme quand je fais de l'apprentissage profond habituel. Et là, ce que je fais, c'est que je vais entreposer, comme je fais du Reinforce, j'entrepose les états que je visite, les actions que je prends, les rewards qui ont été prises, et je vais entreposer les logs probables des actions que j'ai prises. Alors, ce que je fais, bon, je commence. Ça, c'est classique. Ça, c'est comme on a fait par le début. On va chercher l'état initial, on le transporte dans on le convertit en tenseur PyTorch habituel. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher, bon, à chaque fois que je fais un pas de temps, je vais chercher les logits. Les logits, c'est le vecteur brut de sortie de mon réseau de neurones que je vais convertir en une probabilité avec une softmax. Donc là, maintenant, après ça, mes logits deviennent des probabilités d'action. Ce que je fais, c'est j'utilise Categorical. Categorical, c'est une distribution qui est disponible dans PyTorch qui permet justement de piger selon une softmax, selon une distribution sur des valeurs discrètes. Donc, ici, dans mon cas, j'ai deux actions. J'ai l'action 0 et 1. Je mets une probabilité à chacune des actions. Ben, Categorical me permet d'utiliser Sample pour aller faire vraiment une pige aléatoire pondérée par mes probabilités. Et donc, je pige mes probabilités, je pige mon action et avec cette action qui est pigée là, je peux me déplacer dans le prochain état. Maintenant, comme je vous le disais, il faut que j'entrepose des choses. Je fais du Reinforce, donc je vais entreposer mes valeurs. Qu'est-ce que j'entrepose? L'état, l'action, la récompense et la log probabilité. Là, dans mon cas, M, c'est ma distribution catégorique. Donc, en allant chercher le log prob de A, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais chercher vraiment le log de pi θ de AT sachant ST. Et une fois que ma trajectoire est terminée, donc quand je sors de la boucle, qu'est-ce que je fais? Je vais calculer tous mes GT et je vais calculer ma perte. La perte, comment ça fonctionne? Je prends mes GT, je les mets en tenseur PyTorch, ça c'est classique, et je stack mes log probabilités pour avoir deux vecteurs qui vont être de taille identique, qui sont mes log probabilités et mes GT. Maintenant, ma loss, c'est pas compliqué, c'est, comme je disais, c'est GT fois moins log probable, donc c'est comme j'ai un facteur moins que je rajoute là-dedans. Là, j'ai choisi de faire la somme sur tous les pas de temps qui ont été dans ma trajectoire, mais l'intuition, c'est que j'ai une mise à jour qui est proportionnelle à ça. J'ai juste choisi la somme de tous les t dans ce cas-là. Et après ça, je peux faire mon backward. J'ai accès à utiliser PyTorch là, ici et je peux directement faire l'apprentissage. Donc, si on regarde ça, ce que ça me donne, vous voyez que j'ai réussi à apprendre où est-ce que je commence à quand même être assez rapide, à être assez bon, où est-ce que le réseau a réussi. Là j'arrête l'entraînement à 200 trajectoires pour des raisons qui vont venir un petit peu plus claires à la fin, mais on voit que j'ai quand même réussi à être meilleur que le 26 aléatoire qu'on avait au début. Maintenant, comment ça se comporte, qu'est-ce qui se passe concrètement? On peut juste appeler Run with Net qui va nous montrer exactement ce que notre réseau a pris. Et là, dans ce cas-là, on voit que notre réseau n'est pas mauvais. Il a quand même appris à faire balancer un poteau. Donc, le reward de 166 qu'on voyait, c'était un reward, justement, c'est le fait d'être capable de tenir le poteau pendant aussi longtemps que ça, là, comme on vient de voir. Maintenant, un des problèmes qu'on remarque quand on regarde Reinforce, c'est qu'il y a un gros problème de variance, où est-ce que
l'entraînement n'est pas stable. Il y a un enjeu mathématique aussi derrière ça où est-ce que ce terme-là va être proportionnel au reward. Donc, de plus en plus qu'on devient bon, de plus en plus qu'on va vouloir faire des grands pas de temps. Et en fait, c'est généralement des grands updates. Et généralement, c'est un petit peu plus le contraire qu'on veut faire, où on veut au moins essayer d'avoir des updates qui sont stables. Donc, une des manières de faire pour stabiliser l'entraînement, c'est d'appliquer ce qu'on appelle une transformation blanchissante aux récompenses, au GT en fait. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste prendre GT, on va leur soustraire la moyenne des GT et on va diviser ça par la STD des GT, donc par la déviation standard des GT. Qu'est-ce que ça fait? Ça me permet d'avoir la fonction Reinforce Normalized, où est-ce que c'est exactement la même chose que le code précédent, à la seule distinction près que au lieu d'utiliser GT tel quel, je soustrais la moyenne des GT, je divise par la STD, et là, ça, je fais juste rajouter un petit epsilon, ou est-ce que c'est juste parce que je vais éviter une division par 0, parce que des fois, la STD va être de 0 et je ne veux pas péter mon ordinateur. Je ne veux pas causer un bug. Alors, si je roule cette version-là normalisée, qu'est-ce qui se passe? J'obtiens peut-être pas une performance miraculeuse, mais j'obtiens quand même assez rapidement une performance qui est bien meilleure que ce que je réussis à obtenir avec ma version non normalisée. Donc, on s'est rendu jusqu'à 221, 324. Donc, on est allé beaucoup plus loin. Et on peut même voir, quand on roule, que justement, là, mon chariot est vraiment pas mauvais à tenir mon poteau. Là, c'est quand même une bonne performance. Alors, vous voyez, là, ça, c'est une run qui a ramassé 221. Donc, c'est assez bien. Maintenant, le deuxième et dernier algorithme, je vais regarder mon temps. OK, parfait. Le deuxième et dernier algorithme que je voulais voir, c'est DeepQ Network. DeepQ Network, il y a une seule chose que je n'avais pas parlé dans les slides, qui est que, si je retourne dans les slides, DeepQ Network, on veut faire la mise à jour sur cette perte-là. Pour assurer qu'on a une bonne couverture de l'espace de notre espace de l'environnement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir ce qu'on appelle un replay buffer, où est-ce qu'on va collecter des exemples de état, action, reward et prochain état. Et on va utiliser ça pour faire des mises à jour par rapport à la loss. Donc, ce qu'on va faire, c'est ça. On va avoir un buffer qui contient ces transitions-là. Donc, ça, c'est comme je vous le disais. Et entre chaque pas de temps de notre réseau, on va faire une mise à jour du gradient. Donc, on va faire une mise à jour en pigeant dans le buffer. On va faire une mise à jour selon la perte qu'on a vue. Et cette mise à jour-là, on va en faire beaucoup, beaucoup. Et éventuellement, le but, c'est que ma Q-function va réussir à converger. Une chose que j'avais oublié de préciser dans le code de Reinforce, c'est que pour gérer le compromis exploration-exploitation, dans Reinforce, ce que j'avais, c'est que j'avais une politique qui était naturellement stochastique. Ça, je n'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit. La softmax lui me donnait la stochastique que je recherchais. Dans DeepQ Network, à ce moment-là, je montre la deuxième façon de faire, qui est de faire du epsilon greedy. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, avec une probabilité epsilon, sélectionner une action, pas selon mon Q, mais plutôt selon une probabilité aléatoire. Et bien ça, comment je vais le faire, c'est que, on va le voir un petit peu plus bas, là, je vais lire le code un peu plus. Là. Donc, je parle d'un replay buffer. Le replay buffer a l'air d'avoir beaucoup de code. Là, en fait, c'est juste que j'ai mis beaucoup de commentaires. Le replay buffer, c'est juste une liste de données. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à chaque fois que j'appelle store dessus, il va ajouter une donnée à ma liste de data. Et si jamais data est plus grand que la taille maximale, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la première action que j'avais ajoutée. Donc, c'est vraiment, j'ai une liste qui se déplace vers la droite et quand elle est trop longue, je coupe à gauche au fur et à mesure que je remplis à droite. Et j'ai une fonction getBatch qui va juste me sélectionner batch size élément
de mon buffer. OK. Alors, ma fonction DQN, qu'est-ce qu'elle a en entrée? Elle prend un gamma, comme dans l'autre exemple de code, un learning rate, nombre de trajectoires. Là, je l'ai mis à 300 pour montrer un petit peu plus loin parce que DQN va marcher un petit peu moins bien. Je vous gâche un punch. Et là, j'ai mis plusieurs paramètres qui sont, c'est des paramètres que j'ai sélectionnés, que j'ai vu qui fonctionnaient relativement bien. Et les paramètres que je voulais voir, c'est epsilon decay et epsilon min, où est-ce que, par défaut, au début, ce que je vais faire, je vais dire, mon réseau va avoir un epsilon de 100%. Il va toujours visualiser de manière aléatoire. Il va toujours explorer de manière aléatoire. Où est-ce que ça me permet d'avoir une bonne exploration du départ là, de mon apprentissage. Et après chaque trajectoire, ce que je vais faire, en fait, c'est après... Après chaque trajectoire, je vais multiplier epsilon par 0,98 jusqu'à un epsilon minimal de 0,01. Donc, ce que ça va faire, c'est que de plus en plus que mon réseau devient bon, de moins en moins que je le force à sélectionner de manière aléatoire son action. Et donc, c'est le même que je le fais. Alors, qu'est-ce qui change dans ce code-là? J'initialise un replay buffer avant de commencer à rouler. À chaque fois que j'arrive pour prendre une action, là, j'appelle mon réseau de neurones, encore la même chose, sauf que cette fois-là, j'ai appelé la fonction qvals au lieu de logits parce que à ce moment-là, ça représente des qvals, mais c'est exactement le même réseau de neurones. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec une probabilité epsilon, je vais aller chercher une action aléatoire et sinon, je vais aller chercher l'action qui correspond au maximum de mes qvals, de ma qfunction. Et à la fin, ce qui va se passer, c'est que après chaque pas dans l'environnement, je vais entreposer mon état, mon action, ma récompense, mon prochain état et est-ce que j'ai fini ma trajectoire. Et une fois que j'ai assez d'éléments dans mon buffer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher, je vais aller faire une mise à jour de mon réseau à chaque fois que je prends une décision aussi. Donc, ma mise à jour, comment elle marche? Je fais une mini-batch. Je fais juste convertir ma mini-batch en tenseur PyTorch. Je vais aller chercher mes qvals predicted. Donc, ça, mes qpreds, en fait, la variable qpreds, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente les Q de SA, donc elle représente ça ici. Donc, j'ai samplé plusieurs S. Je vais aller chercher les Q de SA et je vais aller chercher seulement pour les A qui sont ceux que j'ai dans mon buffer. Donc, pour une seule action en particulier, je vais juste chercher cette valeur-là. Donc, ça, c'est le gather qui fait ça. Et la cible, la cible, c'est le reward plus gamma fois la Q function sur le prochain état. Dans ce cas-là, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas seulement chercher R plus gamma fois Q, on va aussi s'assurer qu'on détache Q pour justement, je vous parlais du problème de la cible qui se déplace. C'est connu en apprentissage par renforcement que si au moins on fixe une des deux portions de cette mise à jour-là, le gradient qu'on obtient est plus stable et on a un meilleur apprentissage. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va détacher la prédiction Q de S' en prime pour seulement pour ne pas aller faire cette deuxième section de la backprop là. Et là, vous voyez mes targets, j'ai mis ça en targets qui représente là, ce côté-là de la perte. Et à la fin, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je fais ma perte quadratique sur les deux, exactement comme les notes le disent. Et je peux faire je fais mon loss.backward et ça met à jour les poids de ma Q-function. À la fin de ma trajectoire, je mets à jour epsilon et le reste est identique. Alors, qu'est-ce que ça donne? Là, ce que je fais, c'est que je fais apparaître epsilon à droite juste pour montrer un exemple de à quel point la performance est due à être bon aléatoirement ou à être bon pour vrai. Alors là, vous voyez, le DQN est encore plus instable que les deux autres approches qu'on a vues juste avant. Et
ben, vous voyez, ça finit par converger, par s'améliorer. Et là, ben, c'est un petit peu lent parce que je roule sur mon CPU et non pas sur un GPU, mais en fait, ce n'est pas catastrophiquement lent parce que, comme je disais un petit peu plus tôt, le bottleneck qui prend le plus de temps à exécuter quand on fait de l'apprentissage par renforcement, c'est l'environnement et non pas nécessairement l'apprentissage du réseau de neurones. Donc, on se ramasse souvent qu'on a des gens qui vont faire de la grosse ingénierie pour être capable d'entraîner le réseau de neurones de manière ultra optimale et rouler aussi l'environnement de manière ultra optimale. Dans mon cas, je voulais juste montrer un exemple un petit peu jouet. Là, donc. Et vous voyez, là, on va juste le rérouler parce que ça a été très rapide. Là. Mais le réseau par DQN, même s'il a obtenu par moment des excellents résultats, donc 161 c'est excellent, 193, à la fin, il a oublié un petit peu où est-ce qu'il allait. Et ben là, on obtient des résultats qui sont super mauvais. Là, donc 30, là, ça va pas loin. Oh, OK, je viens de voir qu'il est 55, donc je vais rapper ça excessivement rapidement. Je vais juste montrer un peu la performance des trois approches. Donc, on voit en vert, c'est le reinforce normalisé qui devrait être l'approche qui performe le mieux et qui est celle qui performe le mieux, mais qui n'est pas drastiquement meilleure. On remarque qu'on a des fluctuations qui sont excessivement élevées. Et reinforce versus DQN, ben, les deux se ressemblent beaucoup. Et DQN, ben, on voit que même si on lui donne plus d'espace, ben, il ne réussit pas à apprendre nécessairement. Donc, Cartpole n'est pas un problème difficile, en fait. Là, juste parenthèse, Cartpole, on aurait pu l'apprendre sans réseau de neurones avec juste des approximateurs linéaires, mais je voulais vraiment montrer un exemple d'IPRL. Ce n'est pas un exemple qui fonctionne particulièrement bien, mais ça montre un peu l'idée de qu'est-ce qu'on veut faire quand on fait du DIPRL. Donc, je vais juste clore là, très rapidement. Des ressources intéressantes que je voulais partager, ben, il y a le livre de Sutton et Bartow qui est, on peut dire, la Bible de l'apprentissage par renforcement. Tout ce qui est à peu près tout ce qui se fait en apprentissage par renforcement est là-dedans, là, donc c'est extrêmement bon. Pour ceux qui sont un petit peu plus matheux, le livre de Sutton et Bartow est très long à lire. Donc, le livre de Shepevary va être un livre qui va vraiment plus au niveau maths, qui va perdre moins de temps au niveau des intuitions et tout ça. Donc, aussi un livre que je recommande. Tutoriel Spinning Up de OpenAI est le meilleur tutoriel de code pour le RL, à mon avis. Donc, c'est ce que je vous recommanderais. Et il n'y a pas nécessairement de librairie de ARL à proprement dit, mais s'il y en avait une, ce serait probablement RL Libre que je recommanderais, qui se rapproche le plus d'un scikit-learn pour le RL. Conclusion, je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. Je vais peut-être juste dire que en perspective, c'est important de quand même se rappeler que même si les résultats qu'on a vus sur l'apprentissage par renforcement sont extrêmement impressionnants, c'est des résultats qui sont dans des environnements qui sont clos, comme le jeu d'échecs, on peut y jouer pendant un nombre infini de temps, et c'est aussi des environnements qui sont stériles. Et dans le monde réel, ben, on n'a pas ça. Si on fait de la conduite autonome, ben, c'est pas un environnement clos. Est-ce qu'il peut y avoir on peut être victime d'intempéries. On n'a pas accès à rouler autant de temps qu'on veut parce que ben, il y a un réel problème qu'il faut rouler. Donc, on peut pas juste dire qu'on fait 10 000 trajectoires dans une journée. Il faut qu'il y ait 10 000 trajectoires automobiles dans la journée. Donc, c'est plus difficile que ça. Et ben, en fait, c'est pour ça, justement, là, si vous voulez m'en parler ce soir, parce qu'on est peut-être un petit peu plus serré, ça me fait plaisir de vous parler de ça parce que c'est là-dessus que je base un petit peu mon idée de projet de doctorat. Alors, ben, ça termine ce que je voulais vous montrer. Donc, merci de votre écoute. Et si vous avez des questions, on a quelques minutes. Bon, donc, comme une Frédéric... question ouais, vas-y. Par rapport, par exemple, à AlphaGo ou Musero, ces choses-là, les algos que tu as présentés, Reinforce puis DQN, est-ce que c'est similaire ou c'est vraiment plus différent ou c'est juste la même idée mais avec des nuances? Ouais? AlphaZero,
peut être vu comme une version hyper optimisée de Reinforce, mais AlphaZero, c'est basically Reinforce avec un petit peu de DQN. AlphaZero, c'est un algorithme à lui tout seul. Mu0, le même principe. Là. Mais les algos que j'ai présentés sont les versions naïves des algorithmes où est-ce que, par exemple, Reinforce est une intuition, mais ça a mené à des algos comme PPO qui sont actuellement des algorithmes de gradient politique qui performent extrêmement bien sur un large éventail de problèmes. Et même principe pour DQN, j'ai présenté une version qui, pour ceux qui connaissent le RL, savent qu'il y a plein de problèmes qui sont dans ma version que je n'ai pas adressés, qui sont dans l'article original de DQN. Donc, c'est pas du state of the art que j'ai présenté, mais les intuitions ne sont pas drastiquement différentes dans l'état de l'art actuel. C'est plus des tricks d'ingénierie, je dirais. OK, c'est bon, merci. Alors, peut-être on peut prendre une petite dernière question là, rapidement. J'ai une question, Mathieu. Oui. Dans l'exemple que tu as montré avec le notebook, est-ce que ça va beaucoup dépendre de la seed que tu vas mettre, les résultats avec ce type de problème-là, là? Ou c'est indépendant? Oui, l'ARL souffre énormément de problèmes de variance. Donc, par exemple, si on regarde des tutoriels sur Internet, le seed est un argument important de l'algorithme où est-ce que je regardais un tutoriel de DQN là, pour voir qu'est-ce que les gens faisaient en DPRL pour le montrer. Le seed était 543 parce que ça fonctionnait très bien, mais si on le changeait à 42, ben, tout d'un coup, le réseau apprenait plus miraculeusement. Donc, il faut faire vraiment attention avec ça. OK. Olivier m'a posé une question. Je vais juste terminer avec la question d'Olivier. On va pouvoir passer à la prochaine présentation après. Olivier me demande comment j'utilise le RL dans mes études. En fait, moi, mon objectif, c'est de proposer des approches RL qui vont s'appliquer au monde réel. Donc là, je parlais que pour les échecs, on a joué pendant des millions de parties. Ben, comment est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui est peut-être plus efficace ou quelque chose qui se déploie plus au monde réel, ou est-ce qu'au lieu d'avoir un environnement que j'utilise, ben, je pourrais avoir, par exemple, des trajectoires et trouver qu'est-ce qui est bon dans les trajectoires, qu'est-ce qui est mauvais, et trouver une politique qui marche dans le monde réel. Ça, ce n'est pas mon idée, là. Ça, c'est une idée qui s'appelle le offline RL, mais c'est des sujets avec lesquels je suis en train d'expérimenter parce que je n'ai pas encore proposé mon projet de doctorat, donc ce n'est pas encore excessivement clair dans ma tête, là, mais c'est là où j'en suis notamment. OK. Donc, ben, dans ce cas-là, merci à tous pour votre écoute, puis je pense qu'on va pouvoir y aller directement avec Gabriel et Catherine. Donc, il faut juste